Pendant des années, le monde a fonctionné d'une certaine manière. Les États-Unis donnèrent les ordres. Le Canada acquiesçait poliment. La frontière était ouverte. Le pétrole affluait vers le sud. La protection était assurée vers le nord. C'était l'ordre américain. Mais il y a 48 heures, Mark Carney se tenait sur une estrade en Europe. Et il ne s'est pas contenté de remettre en question cet ordre. Il l'a enterré. Il a regardé les caméras sous le regard de toute l'élite financière mondiale. Et il a déclaré l'ordre américain mort. Il n'a pas hésité. Il ne s'est pas excusé. Il a simplement dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Les États-Unis, sous Donald Trump, ne sont plus un partenaire. Ils sont un fardeau. Et si vous pensez que Trump a accepté cela sans réagir, vous n'avez rien compris. La réaction de la Maison-Blanche n'était pas seulement de la colère. Elle était explosive. On parle de menaces qui pourraient anéantir l'économie canadienne du jour au lendemain. Mais voici le hic. Voici ce que les grands médias ont trop peur de vous dire. Trump a essayé de mettre le Canada au pied du mur. Carney n'a pas bronché. Et maintenant, pour la première fois de leur histoire, les États-Unis réalisent qu'ils viennent peut-être de pousser leurs plus proches alliés dans les bras de leurs rivaux. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer. Le discours qui a changé l'histoire, la réaction paniquée du cercle rapproché de Trump, et la raison précise pour laquelle ce conflit va vous coûter plus cher que vous ne pouvez l'imaginer. Accrochez-vous. L'alliance nord-américaine vient de s'évaporer. Alors, allons droit au but. Que s'est-il réellement passé? Il y a 2 jours, au Forum mondial sur la sécurité à Berlin, le premier ministre canadien Mark Carney est monté sur scène. Tout le monde s'attendait au discours canadien courtois habituel. Vous connaissez la chanson. Amitié, histoire commune, la plus longue frontière non défendue, le discours convenu. Au lieu de cela, Carney est monté sur scène, a posé ses notes sur le podium et a prononcé un éloge funèbre de 20 minutes à l'égard du leadership américain. Il a déclaré très clairement que le Canada ne pouvait plus compter sur les États-Unis pour sa survie économique, ni pour sa sécurité nationale. Il a qualifié l'administration américaine actuelle d'instable, de peu sérieuse et de risque systémique pour la stabilité mondiale. Réfléchissez à ces mots. Risque systémique. C'est du jargon bancaire pour dire krach imminent. Il a annoncé une nouvelle doctrine stratégique appelée souveraineté nordique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le Canada diversifie officiellement son énergie, ses ressources minières et le partage des renseignements, en dehors de Washington, vers l'Union européenne et la région Asie-Pacifique. Carney a en substance déclaré: Nous sommes ouverts aux affaires, mais les Américains n'ont plus droit au traitement de faveur. La réaction de Donald Trump a été immédiate, rapide et furieuse. À 3 heures du matin, les premiers tweets ont commencé. Trump a traité Carney de traître au continent et de Marc le Mou. Puis, la menace est devenue concrète. Trump a menacé de dénoncer purement et simplement l'ACUM. Il a brandi la menace d'un droit de douane universel de 25% sur tous les produits franchissant la frontière nord: voitures, bois, acier, pétrole. Il a affirmé à ses partisans que le Canada avait poignardé l'Amérique dans le dos. Mais voici le plus surprenant. D'ordinaire, lorsqu'un président américain menace le Canada, le dollar canadien s'effondre, la bourse de Toronto panique et les politiciens canadiens se précipitent à Washington pour présenter leurs excuses. Rien de tout cela ne s'est produit aujourd'hui. Le dollar canadien est resté stable. Les marchés de Toronto ont même légèrement progressé. Pourquoi? Parce que le monde sait quelque chose que Trump ignore. Carney ne bluffe pas. Ce n'était pas une explosion émotionnelle, c'était un divorce calculé. Pendant que Trump hurle sur les réseaux sociaux, Carney signe des accords qui excluent les États-Unis de l'avenir. Vous assistez à une véritable leçon de manipulation. Vous voyez un président américain réaliser que son souffre-douleur préféré vient de riposter. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Ce ne sont que des paroles en l'air. Ils vont arranger ça. Ils le font toujours. Regardez bien. Je vais vous montrer les preuves. Je vais vous présenter des données concrètes qui démontrent qu'il ne s'agit pas d'une simple querelle de cœur. C'est un changement structurel. Première preuve, le détournement d'énergie. Pendant des décennies, près de 99% des exportations de pétrole canadien étaient destinées à un seul pays, les États-Unis. L'Amérique détenait le monopole de l'énergie canadienne. Elle l'achetait à bas prix, la raffinait et la revendait. Regardez ce graphique des 6 derniers mois. Depuis l'entrée en fonction de Carney,
Les autorisations pour les terminaux GNL de la côte ouest, destinés au Japon et à la Corée, ont été accordées à une vitesse record. Mais regardez le débit des pipelines en direction du sud. Il est réduit. Le mois dernier, le gouvernement de Carney a discrètement adopté une réglementation, l'obligation de constituer des réserves stratégiques pour la consommation intérieure. Ça a l'air ennuyeux, n'est-ce pas? Détrompez-vous. C'est un outil juridique qui permet à Ottawa de couper l'approvisionnement en pétrole brut des raffineries américaines du Midwest. Si la sécurité nationale est menacée, Trump le sait. C'est pourquoi il panique. Si Carney ferme ce robinet, les prix de l'essence dans l'Ohio, la Pennsylvanie et le Michigan ne se contentent pas d'augmenter, ils doublent. Deuxième preuve, le blocage des minéraux critiques. C'est le gros du problème. C'est l'avenir. On parle de lithium, de cobalt, d'uranium, les matières premières nécessaires à la fabrication des iPhones, des avions de chasse et des batteries de véhicules électriques. L'armée américaine a un besoin urgent de ces minéraux. Elle pensait que le Canada les lui céderait sans problème. Mais regardez ce qui s'est passé à Berlin juste après le discours. Les caméras l'ont filmé. Carney n'est pas descendu de scène pour appeler la Maison-Blanche. Il est descendu de scène et a serré la main du chancelier allemand et du premier ministre japonais. 2 heures plus tard, un communiqué de presse était publié. Une coentreprise colossale de plusieurs milliards de dollars pour développer le district minier du Cercle de Feu dans le nord de l'Ontario. Les partenaires, des géants automobiles allemands et des entreprises technologiques japonaises. Les États-Unis, il n'a pas été invité. États-Unis. Il n'a pas été. Carney vend les fondements du 21e siècle aux concurrents de l'Amérique. Il dit à Washington, « Si vous voulez nos ressources, vous devez faire la queue comme tout le monde. Fini les privilèges familiaux. » Troisième preuve, le silence des Five Eyes. C'est ce qui inquiète la CIA. Pendant des générations, le Canada et les États-Unis ont tout partagé. Renseignements, données, images satellites. Tout était fluide. Des rapports fuyant du Pentagone. Nous avons des sources qui le confirment. Le flux de données en provenance du Nord est au point mort. Le gouvernement de Carney invoque des problèmes de confidentialité concernant l'utilisation des données par l'administration américaine. Mais soyons réalistes, c'est un gel des informations. Le Canada accumule ses renseignements sur l'Arctique, la Russie et la Chine. Trump navigue à vue dans le Grand Nord, et il le sait. Quatrième preuve, le mur des tribunaux. C'est la preuve la plus banale, mais aussi la plus dangereuse pour Trump. L'équipe de Carney a passé l'année dernière à réécrire discrètement les lois canadiennes sur les investissements. Ils ont ajouté une clause, l'article 22, qui autorise le gouvernement canadien à bloquer toute prise de contrôle d'une entreprise américaine si celle-ci a des liens avec des personnes ou des organisations politiques. Des régimes instables. C'est une gifle. Ils qualifient l'Amérique de Trump de régime politiquement instable. Ils utilisent le même langage que les États-Unis emploient pour Eberhard pour les républiques bananières. Quand on rassemble tous ces éléments, que voit-on? On ne voit pas un pays qui a peur des droits de douane. On voit un pays qui a passé les 2 dernières années à se préparer une porte de sortie. Carney ne combat pas Trump avec des tweets. Il le combat avec les chaînes d'approvisionnement, les contrats et l'industrie lourde. Et le plus inquiétant pour la Maison-Blanche, c'est que ça marche. Alors pourquoi Trump réagit-il ainsi? Pourquoi cette rage débridée? Pourquoi ces menaces de fermer la frontière? Parce que, pour la première fois de sa vie, Donald Trump a affaire à quelqu'un qu'il ne peut pas intimider. Toute la vision du monde de Trump repose sur une idée simple. Les États-Unis sont le plus fort. S'il crie, vous obéissez. S'il menace d'imposer des droits de douane, vous cédez. Il pense que le rapport de force bilatéral est la seule chose qui compte. Je suis plus fort que vous. Vous ferez donc ce que je vous dis. Ça a marché avec le Mexique. Ça a marché avec certains dirigeants européens terrifiés à l'idée de perdre l'accès au marché américain. Mais ça ne marche pas avec Mark Carney. Et c'est tout. Cela rend Trump complètement fou. Il faut comprendre la psychologie de la situation. Trump a besoin d'un ennemi. Il se nourrit des conflits. Mais il lui faut un ennemi qui joue son jeu. Il veut que Carney se mette en colère. Il veut que Carney lui réponde sur le ton, qu'il l'insulte, qu'il se rabaisse à son niveau. Si Carney se rabaisse à son niveau, Trump gagne, car il maîtrise la situation. Mais Carney fait quelque chose de dévastateur. Il ignore le bruit ambiant et s'attaque au système. Trump hurle à propos des droits de douane. Carney signe discrètement une prolongation de l'accord de libre-échange avec le Royaume-Uni. Trump critique l'apparence de Carney. Carney publie une photo de lui en randonnée dans les Rocheuses, l'air en forme, calme et occupé. Trump menace de se retirer des engagements de l'OTAN.
Carney prononce un discours louant le pilier européen de la défense. Trump perd le contrôle car son levier d'influence est obsolète. Il essaie d'étrangler le Canada avec une corde économique qui n'existe plus. Regardez l'économie américaine en ce moment. Elle est fragile. L'inflation remonte. Le secteur manufacturier peine à trouver des employés. La dernière chose dont les entreprises américaines ont absolument besoin, c'est une guerre commerciale avec leurs plus gros clients. Les conseillers de Trump le savent. Les PDG de Ford, GM et Boeing sont en train d'appeler la Maison-Blanche. Ils sont furieux. Ils disent « Monsieur le Président, vous ne pouvez pas fermer la frontière nord. Nos pièces détachées viennent de là. Notre aluminium vient de là. Si vous bloquez les trains canadiens, nos usines fermeront en 3 jours. » Trump est pris au piège. Il a proféré une menace « Je vais écraser le Canada ». Et maintenant, il doit mettre sa menace à exécution. Mais s'il le fait, il ruinera sa propre économie. S'il impose un droit de douane de 25% sur les produits canadiens, ce sont les Américains qui en paieront le prix. Le prix du bois d'œuvre augmentera. Le marché immobilier s'effondrera. Le prix du pétrole augmentera. Le prix de l'essence s'envolera. Le prix des denrées alimentaires augmentera, Carney le sait. Il sait que Trump tient une grenade dégoupillée. Et Carney reste là, les bras croisés, attendant de voir si Trump est assez fou pour se la faire lâcher à ses pieds. C'est pourquoi Trump intensifie la pression. Il essaie d'intimider Carney pour le faire plier avant que la réalité économique ne le rattrape. Il essaie d'utiliser la stratégie du choc et de l'effroi. Mais on ne peut pas choquer un banquier central. On ne peut pas impressionner un homme qui a géré la crise financière mondiale. Trump est en train de se débattre. Il tente tout ce qu'il peut. Il appelle au boycott du sirop d'érable canadien. Il réclame des interdictions de voyager. Il semble de plus en plus désespéré. Et le monde entier observe. Pékin observe. Moscou observe. Ils constatent l'incapacité du président américain à contrôler son plus proche voisin. Ils perçoivent la faille dans son armure. Chaque fois que Trump tweete sur le Canada, il ne fait pas preuve de force. Il démontre qu'il a perdu la capacité de diriger l'Alliance. Il démontre que l'ordre américain est bel et bien mort. Comme l'a dit Carney, si vous devez menacer votre meilleur allié de destruction pour qu'il vous écoute, vous n'êtes pas un leader. Vous êtes un preneur d'otages. Et l'otage vient de s'échapper. Parlons de Mark Carney. Il est essentiel de comprendre pourquoi cet homme est le point faible idéal de Donald Trump. Si Justin Trudeau était l'adversaire woke que Trump aimait railler, Carney est le technocrate que Trump redoute. Carney n'est pas un politicien de carrière, c'est un redoutable stratège. Il a dirigé la Banque du Canada lors de la crise de 2008. Il a dirigé la Banque d'Angleterre pendant le Brexit. Il sait où sont enterrés les cadavres dans le système financier mondial, car il a contribué à les enterrer, certains d'entre eux. Quand Trump analyse le commerce, il y voit un jeu à somme nulle. Je gagne, vous perdez. Quand Carney l'analyse, il y voit un réseau complexe de risques et de récompenses. La stratégie de Carney, c'est ce que les politologues appellent l'ancrage des puissances moyennes. Ça a l'air sophistiqué, mais c'est en réalité une simple stratégie de combat de rue. Si vous êtes plus petit que le tyran, vous ne le combattez pas seul. Vous vous alliez à une vingtaine d'autres. Carney lie l'économie canadienne à l'Europe, au Japon, à la Corée du Sud et aux marchés émergents. Il rend le Canada indispensable à tous, sauf aux États-Unis. En substance, il dit « Vous ne pouvez pas me nuire sans nuire aux Allemands. Vous ne pouvez pas me nuire sans nuire aux Japonais. » C'est un niveau de sophistication auquel la Maison-Blanche de Trump n'était pas préparée. Elle s'attendait à ce que le Canada soit passif. Elle s'attendait à ce que le Canada attende son autorisation. Au lieu de cela, Carney agit comme un PDG qui vient de réaliser que son principal fournisseur est au bord de la faillite. Il change de cap. Remarquez son ton. Il n'élève jamais la voix. Il n'insulte jamais Trump personnellement. Il traite Trump comme un phénomène météorologique, comme un ouragan. On ne se met pas en colère contre un ouragan. On barricade les fenêtres, on construisait une digue et déplacez vos biens précieux vers des terres plus élevées. Voilà ce que signifie la souveraineté du Nord. C'est déplacer les biens précieux du Canada vers des terres plus élevées. Il présente ce conflit comme une lutte entre le chaos et l'ordre. Trump, c'est le chaos. Carney, c'est l'ordre. Et à qui cela plaît-il? À l'argent. Wall Street déteste l'imprévisibilité de Trump. Elle adore la stabilité de Carney. Les investisseurs internationaux regardent les États-Unis et y voient naître des émeutes, des menaces et de l'instabilité. Puis ils regardent par le Canada de Carney, et ils y voient l'état de droit.
Ils y voient donc des énergies propres. Ils y voient un gouvernement qui honore ses contrats. Carney parie qu'à long terme, l'argent affluera vers la sécurité. Il parie que les capitaux fuiront le chaos de l'Amérique MAGA et se réfugieront dans la stabilité du Nord. C'est un pari audacieux. C'est un pari dangereux, mais c'est le seul qui reste au Canada. Il déclare en réalité son indépendance, non seulement politique, nous l'avons depuis 150 ans, mais économique. Il coupe le cordon ombilical. Et c'est pourquoi ce moment est si différent. C'est pourquoi les livres d'histoire se souviendront de cette semaine. Car, pour la première fois, le Canada ne demande pas à être entendu. Carney construit sa propre table. Alors, prenons du recul. Pourquoi cela devrait-il vous importer? Si vous regardez cette vidéo en Ohio, au Texas, en Floride, ou même à Manchester ou à Melbourne, pourquoi un conflit entre Ottawa et Washington vous concerne-t-il? Parce que c'est le signal d'alarme. Si les États-Unis et le Canada ne parviennent pas à un accord, si ces deux pays partageant la même langue, la même culture et la même histoire ne peuvent maintenir une frontière ouverte, alors la mondialisation est bel et bien morte. Nous entrons dans un monde de murs. Pour vous, spectateurs, cela signifie inflation. Point final. L'économie nord-américaine est une machine bien huilée. Une pièce automobile traverse la frontière 7 fois avant que la voiture ne soit terminée. Une vache née en Alberta est nourrie au Nebraska et abattue en Ontario. Si Carney et Trump brisent cette machine, tout devient plus cher. Votre voiture, votre maison, vos courses. Mais l'enjeu est plus profond. Cela sonne le glas de l'Alliance occidentale telle que nous la connaissons. Si le Canada ne fait pas confiance aux États-Unis pour sa sécurité, pourquoi l'Allemagne le ferait-elle? Pourquoi la Corée du Sud devrait-elle le faire? Le déplacement de la voiture donne la permission. D'autres pays ont choisi de se retirer. Il a démontré qu'on peut dire non à Trump et survivre. Il a brisé le mythe de l'invincibilité américaine. Nous assistons à la fragmentation de l'Occident. Nous voyons le monde se morceler. Pour l'Américain moyen, c'est une tragédie. Il perd son meilleur voisin. Il perd le seul pays qu'il a toujours soutenu. Des plages de Normandie aux montagnes d'Afghanistan, les Canadiens étaient partis présents. Aujourd'hui, Carney dit « On se revoit plus tard ». L'impact psychologique de ces paroles est incommensurable. L'Amérique devient une île isolée, en colère et armée. Et pour les Canadiens, c'est le moment de vérité. Le coût de la vie augmentera. La transition sera douloureuse. Mais l'alternative, se soumettre aux caprices de Trump, devenir un État vassal, était inacceptable. Carney demande à ses concitoyens d'endurer des souffrances à court terme pour une liberté à long terme. Il parie sur la force de caractère des Canadiens pour rester unis. Alors, où allons-nous à partir de maintenant? Que va-t-il se passer dans les 30 prochains jours? 3 scénarios sont envisagés. Et franchement, 2 d'entre eux sont terrifiants. Scénario A, la guerre commerciale totale. Trump. Il met sa menace à exécution. Il instaure un tarif douanier universel de 25%. Carney riposte immédiatement. Il taxe les services numériques américains. Il bloque les produits laitiers américains et réduit les importations de pétrole de 10%. Les marchés s'effondrent. La frontière est complètement paralysée. Les camions sont bloqués sur 80 km. L'industrie automobile est à l'arrêt pendant un mois. Finalement, le Congrès ou les tribunaux américains interviennent pour stopper Trump. Mais le mal est fait. La confiance est rompue à jamais. Scénario B. L'escalade. C'est le scénario catastrophe. Trump le prend personnellement. Il n'utilise pas seulement les tarifs douaniers. Il utilise la police des frontières. Il ralentit les passages jusqu'à les bloquer complètement. Il accuse le Canada de laisser entrer des terroristes. Il militarise la frontière nord. Carney réagit en expulsant les forces de l'ordre américaines des aéroports canadiens. Il invite les investissements chinois dans les ports de l'Arctique juste pour contrarier Washington. Les relations diplomatiques s'effondrent complètement. Les ambassades se vident. Nous sommes en guerre froide avec notre voisin. Notre scénario C, le coup d'État des entreprises. C'est l'hypothèse la plus probable, mais aussi la plus cynique. Wall Street, les géants de la tech et les compagnies pétrolières interviennent. Ils vont à la Maison-Blanche et disent à Trump « Arrêtez ça, ça ruine nos profits ». Trump fait marche arrière publiquement, prétendant avoir obtenu une concession mineure.
Carney hoche la tête poliment, mais ne change rien. Il continue de diversifier, il continue de renforcer l'alliance européenne. La crise passe, mais l'union est terminée. Ils cohabitent simplement jusqu'à la fin du bail. Mon intuition me dit que nous nous dirigeons vers un mélange de A et de B avant d'atteindre C. Trump ne désamorce pas la situation. Il s'entête. Attendez-vous à ce que la rhétorique s'envenime. Attendez-vous à ce que Trump s'en prenne à la famille de Carney, à son parcours, à sa loyauté. Attendez-vous à ce que Carney devienne plus froid, plus silencieux et plus impitoyable. C'est généralement à ce moment-là que les dirigeants décrochent le téléphone rouge et calment les choses. Mais le téléphone rouge est décroché. Carney n'attend pas l'appel. Et Trump est trop fier pour le passer. Nous assistons à la fin d'une ère. L'ordre américain que Carney a déclaré mort. Il ne l'a pas tué. Il lisait simplement le certificat de décès. Donald Trump a poussé le Canada trop loin. Il pensait Il a mis la pression sur un subordonné. Il a découvert qu'il se battait contre un rival. Mark Carney a tracé une ligne dans la neige. Il a décidé que le Canada avait tout intérêt à naviguer en conséquence. Mieux vaut affronter la tempête seul que de rester sur un navire américain en train de couler. Les conséquences de cette décision se feront sentir pendant des décennies. Votre portefeuille, votre sécurité et votre monde viennent de changer. Alors, je dois vous demander, pensez-vous que Carney commet une erreur en provoquant l'ours? Ou est-il le seul dirigeant assez courageux pour dire la vérité sur ce que l'Amérique est devenue? Le Canada a-t-il raison de se retirer? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Cette histoire évolue rapidement. La situation à la frontière pourrait changer en 1 heure. Assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé les notifications. Vous ne voulez pas manquer la prochaine mise à jour. Car si vous pensez que c'est grave, attendez de voir ce que la Chine fera de cette opportunité. À bientôt.